Dans le cœur de Ouagadougou, un stade autrefois décrépit renaît soudain comme un phare de souveraineté et de fierté nationale. Pendant des années, les gradins fissurés, les projecteurs éteints et les portails rouillés racontaient l'abandon jusqu'au jour où un chantier gigantesque a retourné le destin du lieu. Comment cette métamorphose éclaire-t-elle le Burkina Faso d'aujourd'hui ? Et ce que le capitaine Ibrahim Traoré veut prouver à son peuple comme au reste du monde. Derrière le béton réparé, c'est tout un pays qui teste sa capacité à se relever sans tendre la main à l'étranger. La rénovation fulgurante du stade n'est pas seulement une œuvre d'ingénierie, elle représente une promesse politique majeure, celle de replacer le Burkina Faso sur la voie de la souveraineté concrète. Ce projet annonce un bénéfice clair pour la population, une autonomie durable bâtie sur les compétences locales, en montrant que le pays peut produire des infrastructures modernes sans prêts extérieurs. Mais cette démonstration s'accompagne d'enjeux élevés. Si le modèle échoue, le doute frappera l'idée même que les Burkinabés peuvent porter de grands chantiers sans dépendance, ravivant les critiques sur les coûts, la vitesse d'exécution et la pression sécuritaire pesant sur la capitale. En arrière-plan, une question revient, simple mais lourde. La réussite du stade peut-elle devenir la preuve tangible d'un tournant plus large, celui d'un État où la confiance, la formation et l'investissement interne génèrent un nouveau cycle de développement ? Cette ambition, portée avec fermeté par les autorités de transition, cherche à convaincre autant qu'à inspirer, créant une attente nationale bien plus vaste que la simple réouverture d'une arène sportive. La première révélation surprend par son ampleur. En l'espace de 3 années seulement, un stade condamné par les instances sportives a été reconstruit jusqu'à satisfaire de nouveau les standards internationaux. La deuxième est plus inattendue encore. Près de 20 000 emplois ont émergé autour d'un chantier que beaucoup imaginaient trop lourd pour les seules forces nationales. Ces deux éléments, posés côte à côte, bouleversant la narration habituelle d'un pays longtemps présenté comme dépendant de financement extérieur, et c'est précisément là que l'approche défendue par Ibrahim Traoré prend sa force. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir à l'origine du déclin. Le stade inauguré au milieu des années 1980 incarnait l'élan d'un pays en quête d'unité et de dignité, mais les décennies suivantes ont accumulé les retards, la corrosion, la mauvaise gestion et l'abandon. À mesure que la structure se dégradait, la perception collective glissait elle aussi. L'arène n'était plus un symbole de fierté, mais le miroir d'un affaiblissement institutionnel. Lorsque les autorités sportives ont interdit l'accueil de matchs internationaux en 2021, la sanction n'a fait qu'exposer au grand jour ce que la population savait déjà. L'infrastructure n'était plus qu'une coquille vide, incapable de soutenir les ambitions nationales. Ce déclin dépassait la question sportive, il reflétait les fragilités d'une économie marquée par l'insécurité, par la fuite des talents et par une dépendance prolongée envers des entreprises étrangères souvent plus coûteuses que durables. L'effet domino s'est fait sentir dans les quartiers voisins, commerce affaibli, activité réduite, emploi perdu, puis une forme de résignation silencieuse. Pour beaucoup, la perspective d'une rénovation semblait improbable, voire irréaliste, tant les précédentes tentatives s'étaient heurtées au financement manquant et aux procédures interminables. C'est précisément dans ce vide d'espoir que la transition politique de 2022 a introduit une rupture faisant du stade un test révélateur. Pouvait-on rebâtir en mobilisant exclusivement l'ingénierie locale, les ouvriers du pays, les ressources internes et un pilotage budgétaire strict? Le chantier allait devenir la réponse. Derrière l'élan initial, une figure devient le fil conducteur du projet. Le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision de souveraineté repose sur l'activation des compétences locales plutôt que sur l'externalisation systématique. Dès les premières semaines de travaux, son approche s'est matérialisée par une consigne simple. Chaque étape devait être réalisée par des équipes burkinabées, formées ou en cours de formation, afin que le chantier devienne autant un lieu d'apprentissage qu'un site de reconstruction. Le premier exemple marquant vient d'un groupe de jeunes soudeurs du quartier de Tampouy. Initialement recrutés comme aides techniques, ils ont été accompagnés par des ingénieurs pour maîtriser des assemblages complexes, essentiels à la rénovation de la charpente et des tribunes.
En 3 mois, leur niveau a suffisamment progressé pour qu'une partie des structures porteuses leur soit confiée, établissant un précédent inattendu pour des chantiers publics souvent captés par des entreprises étrangères. Un second cas concerne une équipe d'électriciens locaux chargés de remettre à niveau un système d'éclairage jugé irrécupérable. Plutôt que de remplacer toute l'infrastructure par du matériel importé, ils ont diagnostiqué, testé, adapté et reconstruit des circuits, réduisant fortement les coûts tout en acquérant une expertise transférable à d'autres projets. Cette réussite précoce a servi de preuve opérationnelle. L'autonomie technique n'était pas un slogan, mais un processus réel, mesurable et reproductible. Ces premières victoires ont consolidé le soutien populaire et ont donné au chantier un rôle pédagogique, démontrant que la compétence locale pouvait répondre à des normes élevées si elle était accompagnée avec rigueur et confiance. En filigrane, une question s'imposait déjà. Et si cette méthode devenait le nouveau standard national ? Avant 2021, le stade n'était plus qu'un amas de gradins fissurés et de structures fatiguées. Après l'interdiction officielle de la Confédération africaine de football, il est devenu le symbole même de l'urgence nationale. Le basculement est net. D'un équipement condamné, le pays passe à un chantier prioritaire chargé d'incarner la capacité du Burkina Faso à se reconstruire sans assistance extérieure. Les premiers jours de travaux installent le rythme. Bulldozers locaux, équipe d'ingénierie burkinabé, diagnostic partiel, inventaire des matériaux réutilisables, tout avance vite, presque brutalement. L'objectif fixé par les autorités de transition est simple, mais ambitieux. Remettre le stade aux normes internationales en un temps record, tout en respectant l'idée défendue par Ibrahim Traoré. Zéro dépendance structurelle envers les bailleurs étrangers. L'étape suivante consiste à renforcer les fondations. Les ouvriers démontent des sections entières, stabilisent les blocs affaiblis, restructurent les assises principales. Les ingénieurs locaux révisent la déclivité, corrigent l'orientation des travées, recalibrent les niveaux pour atteindre des critères exigeants. Chaque portion démontée devient une opportunité de formation, et les équipes apprennent en reconstruisant, une articulation rare dans les projets publics du pays. Vient ensuite la phase des installations critiques. Le système d'éclairage, jugé dépassé, est revu de fond en comble. Nouvelles rampes, câblage réorganisé, optimisation de la consommation, alignement sur les standards FIFA. Les circuits électriques, considérés comme irrémédiablement obsolètes, sont traités par une équipe d'experts burkinabés. Cette étape, souvent confiée à des fournisseurs internationaux, devient ici un test d'autonomie technique. Le terrain, lui, nécessite une intervention minutieuse. Les techniciens nivellent la surface, posent un drainage modernisé, installent un gazon de haute qualité issu d'un fournisseur régional. Les mesures sont réajustées plusieurs fois pour éviter l'accumulation d'eau pendant la saison des pluies, réduisant ainsi les risques de dégradation rapide. La remontée des tribunes marque l'une des phases les plus visibles du chantier. Béton frais, renfort métallique, optimisation des accès, révision des sièges, la structure gagne en cohérence et en sécurité. Les ouvriers, maçons, charpentiers, métalliers travaillent par blocs successifs, garantissant une progression continue sans suspendre l'ensemble du projet. À mesure que la construction avance, l'effet d'entraînement se fait sentir. Les entreprises locales de ciment augmentent leur production pour suivre la demande. Les ateliers de mécanique révisent et entretiennent les engins lourds. Les tailleurs conçoivent des uniformes pour les équipes du chantier. Et les vendeuses du quartier installent leurs stands, alimentant les travailleurs du matin au soir. Puis vient la phase d'intégration. Chaque amélioration doit passer une série de tests techniques validés selon les normes imposées par les instances sportives internationales. Les équipes procèdent à des essais répétés. Éclairage nocturne, évacuation d'urgence, résistance des structures, sécurité incendie, accessibilité. Chaque validation rapproche l'inauguration. Enfin, lors de la dernière ligne droite, les préparatifs s'intensifient, les techniciens se peaufinent les installations, les architectes inspectent les finitions, les équipes de gestion coordonnent la logistique de la cérémonie d'ouverture. Au cœur du chantier, une certitude se consolide. Le pays se prépare non seulement à rouvrir un stade, mais à présenter au monde un modèle de reconstruction interne, fruit d'un effort collectif inédit.
Le passage du silence au renouveau prend alors une dimension politique. Le projet sert de démonstration de faisabilité, illustrant l'idée qu'un investissement national cohérent peut produire un résultat durable, visible et mobilisateur. L'étape de vérification appelle des éléments mesurables, et le chantier du stade en fournit plusieurs qui éclairent le changement de trajectoire voulu par Ibrahim Traoré. Dès les premiers mois, 3 indicateurs structurants commencent à dessiner une tendance nette, permettant d'évaluer la portée réelle du modèle reposant sur les compétences nationales. Le premier chiffre, souvent cité par les équipes techniques, est celui de la capacité du stade portée à 30 000 places après rénovation. Ce résultat dépasse largement les arbitrages initiaux, montrant que les ingénieurs locaux ont su optimiser les angles, les accès et la résistance des structures. La hausse de capacité reflète un objectif clair: offrir des espaces conformes aux standards sportifs contemporains sans recourir à des partenariats coûteux. En pratique, cela signifie que la fréquentation attendue pour les compétitions majeures pourra être soutenue par les infrastructures locales, renforçant ainsi la crédibilité du site auprès des instances internationales. Le deuxième indicateur concerne les près de 20 000 emplois générés autour du chantier. Ce volume, impressionnant par son ampleur, illustre une dynamique rarement observée dans un projet public financé exclusivement par des ressources internes. Les données recueillies montrent que les emplois ne se limitaient pas aux ouvriers directs. Chauffeurs, fournisseurs de matériaux, artisans, restauratrices et techniciens ont bénéficié de l'effet d'entraînement. Ce niveau de mobilisation représente un gain structurel, car il renforce les compétences locales tout en injectant des revenus dans plusieurs segments de l'économie. Le troisième élément quantifiable est l'enveloppe du projet, évaluée à environ 300 millions de dollars, financée entièrement par les ressources nationales. Ce point constitue une rupture majeure, car il confirme que le pays a pu moderniser une infrastructure stratégique sans emprunter auprès d'institutions financières internationales. Un financement intégralement interne garantit que chaque unité de valeur investie reste dans l'économie locale, renforçant le capital humain, stabilisant les filières de matériaux et consolidant l'autonomie budgétaire. Ce choix financier établit une base solide pour de futurs projets qui pourraient suivre le même schéma de souveraineté économique. Pour les équipes chargées du suivi, ces 3 indicateurs ne sont pas isolés. Ils constituent une trame cohérente reliant performance technique, inclusion socio-économique et stabilité financière. Les ingénieurs signalent également une amélioration notable de la productivité, résultat de formations ciblées mises en place au cœur du chantier. Les services de planification, eux, insistent sur la discipline budgétaire qui a empêché le recours à des acteurs extérieurs plus onéreux. En parallèle, les responsables techniques observent des interactions renforcées entre filières locales, cimenteries, ateliers mécaniques, groupes d'électricité, fournisseurs de textiles et petites entreprises alimentaires. Ces séries de données ne se contentent pas de mesurer, elles racontent une stratégie. Elle montre que la méthode adoptée sous la transition a produit un bénéfice double, une infrastructure rénovée dans les délais annoncés et un tissu de compétences nationales plus dense. En filigrane, l'approche met en scène une idée défendue publiquement par Ibrahim Traoré. Un pays peut se transformer par ses propres moyens lorsque chaque étape du processus est pensée pour renforcer ses acteurs internes. 2 arguments majeurs sont souvent avancés par les observateurs lorsque le modèle de reconstruction nationale est évoqué. Le premier, formulé par certains analystes sceptiques, soutient que la mobilisation exclusive des compétences locales risquait de ralentir le chantier et d'augmenter les coûts cachés. Selon eux, l'absence de consortiums internationaux aurait pu limiter l'accès à certaines technologies, créer des goulets d'étranglement techniques et exposer le projet à des retards structurels difficilement rattrapables. Ils insistent également sur un point. Beaucoup de chantiers similaires en Afrique ont connu des dépassements budgétaires importants lorsque les équipes internes manquaient d'expérience sur des infrastructures complexes. Cette vision met en doute la capacité du pays à mener seul un projet de cette envergure sans risquer une spirale de surcoût. Le deuxième argument, venant d'un autre camp critique, s'appuie sur la pression sécuritaire et économique pesant sur le Burkina Faso.
Pour ces observateurs, détourner des ressources internes, financières comme humaines, vers un projet d'infrastructure pouvait paraître imprudent alors que le pays affrontait des défis multiples. Lutte contre l'insécurité, besoins sociaux urgents, fragilités économiques. Ils estiment qu'un financement externe aurait permis de libérer des marges budgétaires pour d'autres priorités, tout en déléguant des tâches spécialisées à des entreprises disposant d'équipements plus avancés. La réponse apportée par les faits et renforcée par la conduite du projet tient en 3 points. D'abord, les résultats montrent que les équipes burkinabées ont tenu les délais et livré une infrastructure capable d'accueillir des compétitions internationales, avec une capacité réévaluée à 30 000 places après rénovation. Ensuite, le modèle a démontré qu'un financement entièrement interne, avoisinant les 300 millions de dollars, pouvait éviter toute dépendance aux bailleurs, garantissant que chaque ressource injectée reste dans le circuit économique national. Enfin, la création de près de 20 000 emplois, directs et indirects, apporte une réponse tangible à l'argument sécuritaire. En renforçant les compétences, les revenus et la cohésion locale, le chantier a contribué à stabiliser des segments entiers de la société. Ces éléments donnent de la solidité à l'approche défendue par Ibrahim Traoré en montrant qu'elle ne repose pas sur une intention politique abstraite, mais sur une chaîne de résultats mesurables. Tout bascule ici. Au milieu du chantier, alors que les équipes locales enchaînent les phases techniques et que les premiers résultats deviennent visibles, une révélation change la perception générale. Le projet n'est plus seulement une rénovation, il devient la démonstration concrète qu'un pays peut inverser des années de dépendance en mobilisant uniquement ses forces internes. Les ouvriers, les ingénieurs, les artisans et les apprentis commencent à voir dans chaque structure montée la preuve d'une capacité nationale longtemps sous-estimée. Ce tournant prend une dimension politique forte lorsque les autorités annoncent que l'ensemble des travaux respectent les normes de la CAF sans consultation d'entreprises étrangères. La confidence grandit. Si un stade peut renaître ainsi, quelles autres infrastructures pourraient suivre la même voie ? Ce moment marque une consolidation du modèle voulu par Ibrahim Traoré qui cherche à prouver que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une méthode reproductible. À partir de cet instant, le chantier cesse d'être un risque, il devient un précédent. Les effets concrets du chantier se révèlent en 4 cercles d'impact, chacun décrivant une transformation différente, mais complémentaire. Ils montrent que la rénovation du stade dépasse largement le cadre sportif et prolonge la logique défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur la souveraineté, l'emploi et la montée en compétences. Pour l'administration, le projet devient un modèle de gouvernance appliquée. Le financement intégralement interne prouve qu'un investissement public massif peut être réalisé sans crédits extérieurs, évitant les cycles d'endettement qui ont fragilisé tant de pays africains. Les services techniques de l'État y découvrent un avantage inattendu. En centralisant la supervision et en travaillant avec des structures exclusivement burkinabées, la coordination devient plus fluide, la traçabilité budgétaire plus nette et les arbitrages plus rapides. Cette efficacité newly acquise renforce la confiance des institutions dans leur propre capacité d'exécution. Les entreprises locales, petites et moyennes, ont bénéficié d'un rebond immédiat. Les cimenteries ont augmenté leur production pour répondre à une demande inédite. Les ateliers mécaniques ont multiplié les opérations de maintenance. Les fournisseurs de matériaux, de textiles et d'équipements de sécurité ont vu leur carnet de commandes se remplir. Plusieurs sociétés signalent une croissance soutenue grâce à des contrats directement liés au chantier, créant un écosystème où la valeur reste dans le pays. Dans ce cadre, chaque franc investi agit comme un multiplicateur économique plutôt que de s'échapper à l'étranger. Pour les habitants, les effets se mesurent d'abord dans l'emploi. Près de 20 000 postes, directs ou indirects, ont apporté un revenu stable à des milliers de familles. Les jeunes, souvent exclus du marché du travail, ont trouvé des opportunités réelles d'apprentissage au sein du chantier, découvrant des métiers nouveaux ou renforçant leurs compétences. Des témoignages recueillis sur place évoquent un changement profond. Les travailleurs ne construisaient pas seulement un stade, mais leur avenir. Cette dynamique élargit l'accès aux soins, améliore la scolarisation et renforce la cohésion sociale dans les quartiers environnants.
À l'échelle régionale, le projet envoie un signal politique fort. Il montre qu'un État peut mener seul une infrastructure d'envergure sans assistance extérieure et en tirer un rendement socio-économique mesurable. Les pays voisins prennent note. Au sein de l'Alliance sahélienne, plusieurs responsables politiques évoquent la possibilité d'adopter un modèle de reconstruction interne inspiré par cette expérience. La certification de la CAF et le retour prévu des matchs internationaux renforcent encore l'attractivité du Burkina Faso, ouvrant la voie à un regain de tourisme, d'échanges culturels et d'événements d'envergure. Dans l'ensemble, ces effets dessinent une trajectoire nouvelle. Le stade rénové ne symbolise pas seulement une victoire technique, mais l'émergence d'un cadre de développement où l'investissement national génère des bénéfices durables. Et la question désormais posée est simple. Ce modèle peut-il devenir la norme plutôt qu'une exception ? À l'horizon des 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent autour du stade rénové et de l'écosystème qu'il a déclenché. Elles permettent de comprendre comment un projet d'infrastructure peut influencer l'économie, la cohésion sociale et la position du pays dans la région. Chaque scénario repose sur les données réelles du chantier et sur les dynamiques déjà observées depuis son inauguration. Dans cette projection, le stade entre en fonctionnement régulier, matchs nationaux, compétitions continentales et événements culturels rythmant l'année. Les entreprises locales conservent l'élan acquis durant la rénovation, maintenant un niveau de production plus élevé et pérennisant une partie des emplois créés. Les retombées économiques sont progressives mais stables. Restauration, transport, hébergement et petits commerces profitent d'une fréquentation accrue. Les formations techniques se poursuivent et consolident d'un vivier de travailleurs qualifiés. La structure devient un pôle actif, mais sans rupture majeure dans l'équilibre national. Dans cette hypothèse, le stade s'impose rapidement comme un hub régional. La certification sportive attire plusieurs compétitions africaines, augmentant la visibilité internationale du pays. Les infrastructures annexes, centres d'entraînement, hôtels, services de transport se développent en chaîne. Les entreprises burkinabées gagnent de nouveaux marchés grâce à l'expertise acquise lors du chantier, notamment dans les domaines de la construction, de l'électricité et de la mécanique industrielle. Le secteur touristique connaît une hausse notable, soutenue par un regain d'intérêt médiatique. Sur le plan social, les jeunes formés au chantier deviennent la première cohorte d'une génération technique plus autonome. Ce scénario repose sur plusieurs aléas. Instabilité sécuritaire, pression économique extérieure, événements climatiques ou ralentissement administratif. Dans cette situation, la fréquentation du stade baisse et les activités annexes perdent de leur vigueur. Les entreprises locales, privées de commandes supplémentaires, reviennent à leur niveau antérieur, parfois insuffisant pour absorber les effectifs renforcés pendant la rénovation. L'impact du chantier demeure positif, mais ses effets multiplicateurs se réduisent, limitant la portée du modèle interne. Entre ces 3 voies, un élément reste constant, la valeur stratégique d'un investissement totalement national. Pour que la dynamique se maintienne, la clé réside dans la continuité. Poursuivre les formations, renforcer les filières locales et traiter le stade comme un catalyseur plutôt qu'un aboutissement. C'est de cette manière que l'expérience accumulée pourra devenir un cadre durable pour d'autres infrastructures publiques. Derrière les chiffres, les travaux et les discours officiels, il reste une dimension essentielle, la manière dont cette transformation touche les spectateurs, les familles et les communautés qui ont vu le stade renaître pierre après pierre. Pour beaucoup, cette rénovation n'est pas seulement un acte d'ingénierie ou une décision politique. Elle ravive une mémoire collective, celle des matchs d'enfance, des rassemblements populaires et des moments où la nation vibrait à l'unisson. Pour les jeunes générations, souvent confrontées à l'incertitude et au chômage, le chantier a représenté un horizon différent. Ils ont pu observer, parfois pour la première fois, que des infrastructures de grande ampleur pouvaient être réalisées par des équipes issues de leur propre quartier. Le stade devient alors un miroir possible de leur avenir. Un lieu qui montre ce que la formation et la persévérance peuvent produire lorsque les portes de l'opportunité s'ouvrent réellement. Pour les familles, la renaissance du site incarne un souffle nouveau. Les revenus générés par les emplois temporaires ou permanents
ont amélioré le quotidien de milliers de foyers, permettant l'accès aux soins, la régularité de la scolarisation et la stabilité alimentaire. À travers ces améliorations tangibles, la rénovation dépasse sa fonction première et devient un symbole de sécurité et d'espoir. Pour les supporters, le retour annoncé des compétitions à domicile représente une réappropriation symbolique d'un lieu longtemps perdu. La perspective de revoir leur équipe, jouer devant un public local, remue quelque chose de plus profond que la simple passion sportive. Elle réactive un sentiment d'unité et de fierté partagée. Enfin, pour les communautés voisines, la fréquentation accrue et les nouveaux flux d'activités créent un tissu social plus dense. Les petits commerces, les vendeuses ambulantes, les artisans et les services du quotidien ressentent la transformation avant même les grandes annonces officielles. À travers ces trajectoires individuelles, une même idée circule. La renaissance du stade ouvre un champ de possibles où chacun peut se projeter, même modestement. Pour que l'élan né de la rénovation du stade devienne un cadre durable plutôt qu'un épisode isolé, plusieurs étapes structurantes doivent être mises en œuvre. Elles prolongent l'approche défendue par Ibrahim Traoré, centrée sur la montée en compétences, la continuité budgétaire et l'autonomie technique. Il s'agit d'identifier une unité de coordination capable d'encadrer chaque nouveau chantier, d'en définir les responsabilités et de garantir que la majorité des tâches soient confiées aux équipes locales. La performance serait mesurée par le pourcentage réel de valeur ajoutée produite dans le pays. Les soudeurs, électriciens, maçons et techniciens formés doivent rejoindre des programmes continus portés par les écoles professionnelles et les structures ministérielles. L'indicateur de suivi serait le nombre de certifications délivrées et leur intégration dans les futurs projets publics. Ce registre permettrait d'orienter rapidement les marchés vers les sociétés burkinabées capables d'intervenir sur des infrastructures de grande taille. La progression serait évaluée par la part des contrats publics attribués à ces entreprises et par la diversification des secteurs concernés. Alimenté par les ressources internes, il garantirait une continuité financière sans dépendre des bailleurs extérieurs. Sa performance se mesurerait à la régularité des décaissements, au respect des budgets et à la capacité à financer plusieurs projets simultanément. Des équipes spécialisées mèneraient des audits réguliers sur la qualité, la sécurité et la maîtrise des coûts. Le critère clé serait le taux de conformité obtenu dès les premiers tests, limitant les retards et renforçant la fiabilité des chantiers. Mis bout à bout, ces éléments offrent un chemin clair, transformer une réussite ponctuelle en méthode structurée, transmissible et reproductible. Lorsque les derniers échos du chantier s'estompent, une image demeure, celle des jeunes soudeurs de Tampouy penchés sur les structures métalliques, apprenant geste après geste à donner forme à une œuvre plus grande qu'eux. Leur silhouette, que l'on apercevait au lever du jour parmi les étincelles de métal, résume à elle seule l'esprit de la rénovation. C'est à travers eux que l'on comprend ce que représente réellement ce stade. Non pas un monument, mais une preuve vivante que l'effort collectif peut renverser un destin que l'on croyait écrit. Dans cette lumière, la vision portée par Ibrahim Traoré prend une dimension intime. Elle ne parle pas uniquement de souveraineté, mais de confiance retrouvée, de dignité rendue, d'un futur que l'on façonne de ses propres mains. Et il suffit d'imaginer ces mêmes ouvriers, aujourd'hui plus sûrs d'eux, marchant dans les tribunes qu'ils ont reconstruites pour saisir le sens profond de cette aventure. Le pays n'a pas seulement relevé un stade, il a relevé son regard. Au-delà de son architecture rénovée, le stade porte désormais une charge symbolique qui dépasse largement le cadre sportif. Il incarne une manière nouvelle de concevoir le développement. Une construction patiente, collective, enracinée dans les compétences locales et attentive aux besoins de ceux qui vivent autour de lui. Pour les habitants, ce lieu redevenu vivant représente une invitation à se réapproprier l'espace public, à y voir un territoire de rencontre, d'apprentissage et de fierté partagée. Pour les jeunes, il demeure un signal clair. Les projets d'envergure ne sont plus inaccessibles, ils peuvent naître ici, grandir ici et profiter directement à ceux qui y participent. Si cette expérience continue d'inspirer, c'est parce qu'elle ouvre une réflexion plus large. Comment faire en sorte que chaque infrastructure, chaque initiative locale devienne une opportunité de renforcer les compétences et la cohésion sociale ? La question reste ouverte
Et c'est peut-être là que réside la richesse de cette histoire. Elle invite chacun à imaginer ce que pourrait devenir le pays lorsque ses propres forces se rassemblent.